quand Agnès, notre hôtesse, m'a invité à venir à cette soirée, elle m'a parlé de Darwin. Alors, oui, c'est Charles Darwin, c'est bien de lui dont elle me parlait. Et donc, Charles Darwin était invité à cette découverte du Chili. Alors, j'ai lu malheureusement trop rapidement son récit de voyage, d'expédition. Et je me suis rendu compte qu'il parlait beaucoup de la géologie. Il parle peu des plantes. Alors c'est vrai que la saison n'était pas très favorable parce qu'il a son séjour au Chili, il est arrivé sur l'île de Chiloé en été, et puis il a surtout passé en automne et en hiver au Chili, donc il n'a pas pu voir les floraisons spectaculaires printanières du Chili. Il parle très peu des plantes, il parle un peu de paléontologie, il parle des hommes. Il nous fait partager la misère des mineurs de fond chiliens, des journaliers qui travaillent dans les latifundia avec des salaires de misère. Donc il s'apitoie sur le sort de ces gens-là. Et puis il nous parle beaucoup de la géologie. Et il traverse la cordillère des Andes, de Santiago à Mendoza avec des muletiers. Et puis il fait des relevés de terrain, il note les terrains, il établit une cartographie de la géologie locale à son retour en Angleterre. Alors j'avais envisagé d'évoquer devant vous la formation de la cordillère des Andes. Alors là, je pense que je vais aller extrêmement vite là-dessus. Ensuite, je voulais évoquer l'origine des plantes du Chili. Je pense que je vais aller assez vite là-dessus. Et après, j'avais prévu une petite série d'histoires naturelles. Vous parlez d'une région qui se trouve au nord du Chili et qui est assez aride, mais par compensation, qui est alimentée en eau par un brouillard côtier qu'on appelle la Camanchaca. Alors, le Chili est un bien grand pays qui s'étend sur 4000 km de latitude. Ici, c'est la frontière nord avec le Pérou, Arica. Ici, c'est l'île de Chiloé. Et ce grand territoire, c'est immense. Voilà, donc on peut diviser le Chili en différentes régions climatiques. Vous avez une région qui est franchement aride, en rouge, qui correspond essentiellement au désert d'Atacama. Une région méditerranéenne, qui est dessinée en bleu, avec en fait ici, sur un avantage précis, une zone de transition entre le climat méditerranéen et le climat aride de l'Atacama. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a également un petit liseré bleu qui longe la côte ici, qui correspond aussi à un climat méditerranéen. C'est-à-dire qu'il ne pleut pas beaucoup, mais le brouillard dont je vous parlais tout à l'heure, la Camanchaca, compense le manque de pluie. Et on trouve quelques plantes, par exemple, qui poussent au Chili central, le long de la côte par ici. Ensuite, vous avez une grande zone tempérée de forêts comparables à celles qu'on peut trouver en Europe atlantique, avec également une zone de transition entre le climat méditerranéen et les zones tempérées. Alors, il est intéressant de procéder à cette opération mentale, de transposer, en respectant la latitude, le Chili dans l'hémisphère nord. Et vous constatez que le Chili dans l'hémisphère nord, ce serait un grand pays qui démarrerait à peu près en Mauritanie, par là, au nord du Sénégal, Mauritanie, et qui s'étendrait jusqu'en Écosse, jusqu'au Danemark. Alors vous comprenez bien que décrire la flore qui s'étend dans toute cette région reviendrait à décrire la flore entre le Sénégal et l'Écosse. Donc c'est une mission complètement impossible au cours d'une conférence. Alors quand vous êtes à Santiago, ce qu'il faut bien distinguer, c'est une chaîne côtière, une plaine centrale qui est un bassin d'effondrement, et la cordillère des Andes, qui est constituée essentiellement de volcans et de roches volcaniques. Alors que la chaîne côtière, la cordillère côtière, est constituée de roches que j'appelle les granitoïdes, c'est-à-dire des roches grenues comparables au granit, qui se sont cristallisées en profondeur et qui ont formé donc des roches cristallines bien apparentes. Alors que la remontée des roches volcaniques se fait plus rapidement. Donc sur le littoral, on a des roches grenues, comme de la famille des granites, des diorites par exemple, des syénites. Et dans les Andes, on a des roches volcaniques, comme l'andésite, évidemment, mais aussi des trachytes, des phonolites, des rhyolites. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mosaïque de terrain géologique contribue à la diversification de la flore du Chili. En fonction des terrains, on n'a pas les mêmes espèces. On connaît bien le clivage entre les espèces de terrain calcaire et les espèces de terrain acide. Là, suivant les roches volcaniques, on rencontre des plantes qui n'ont pas les mêmes appétences minéralogiques. Donc, cette grande cordillère, c'est un facteur de spéciation végétale. Donc, voilà cette mosaïque de terrain géologique, ici représentée dans une carte géologique simplifiée,
avec tous ces rangs en rose foncé ou clair, avec des petites croix, ça correspond au terrain de nature granitique. Et puis, vous avez la plaine centrale, qui est une plaine sédimentaire, où s'accumulent les sédiments issus de l'érosion de la chaîne côtière et de la cordillère des Andes, avec des terrains essentiellement volcaniques de la cordillère des Andes. Alors, voilà ici un dôme granitique qui correspond à la chaîne côtière, une espèce de grosse montgolfière de magma qui est remontée doucement à travers la croûte terrestre, qui est arrivée en surface. Et ici, quand vous vous trouvez sur la cordillère côtière et que vous regardez vers l'est, c'est-à-dire vers la cordillère des Andes, eh bien, vous découvrez sous vos yeux la plaine centrale et juste après la cordillère des Andes, avec ici la Concagua qui approche de 7000 mètres. C'est une belle masse montagneuse. Alors, juste ici, je voulais revenir sur le trajet de Darwin. En 1834-1835, qui fait escale en Argentine, à plusieurs endroits, du côté de Buenos Aires, en Uruguay, en Terre de Feu. Et après, rapidement, il s'arrête à Chiloé, Valdivia. Il arrive à Concepción juste après le tremblement de terre. Il fait des remarques très intéressantes sur les dégâts causés par le tremblement de terre. Et après, il fait escale à Valparaiso. Et de là, il va faire pas mal de voyages à pied au sud de Santiago. Ce fameux voyage dont je vous parlais tout à l'heure, à travers la cordillère des Andes qui mène à Mendoza, en aller-retour. Et après un retour à Valparaiso, il remonte vers le nord, dans la région que j'évoquerai tout à l'heure. Il va en direction de Copiapoa, Antofagasta. Voilà, en résumé, son itinéraire chilien. Et voilà la coupe géologique qu'il nous présente à son retour de voyage. Alors, à l'époque, évidemment, on ignorait tout de ce mécanisme qui s'appelle la tectonique des plaques, qui fut mis en valeur seulement au début du XXe par un météorologue qui s'appelait Alfred Wegener. Sa théorie de la tectonique des plaques intervient dans un ouvrage qui est produit en 1915. Donc, tous les mécanismes dynamiques de la planète profonde, on les ignore à l'époque. Mais en lisant Darwin, je me rends compte que c'est sans doute un très bon géologue pour son époque. Et donc là, il représente les terrains qu'il rencontre lors de son périple au travers des Andes. Il voit des terrains sédimentaires, certains sont recoupés par des coulées volcaniques, des terrains de type granitique. Voilà. Donc il fait une bonne observation en surface. Il fait un relevé géologique en quelque sorte, mais il ne peut pas interpréter tout. Il se rend compte que ces terrains ont été compressés à un moment donné. Ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle en géologie un anticlinal, c'est-à-dire un pli qui est organisé comme ceci, avec une symétrie par rapport à l'axe du plissement. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas détailler la géologie des Andes. Pour l'essentiel, ce que vous compreniez, cela je viens de vous l'expliquer, c'est que le Chili, la cordillère des Andes, c'est une mosaïque de terrains, de sols différents. Et donc, en fonction des sols, on va trouver des plantes différentes. Tout à l'heure, on vous a parlé du Welwitschia, et on vous expliquait que avant l'ouverture de l'Atlantique Sud, ce Welwitschia qui se trouve ici, on le trouve ici à l'état fossile au Brésil. Ça veut dire qu'à l'origine, avant l'ouverture de l'océan, il y avait un territoire qui est occupé par le fameux Welwitschia. L'océan s'est ouvert, le Welwitschia du Namibie a survécu, et celui du Brésil est mort. S'il avait survécu, on se rendrait compte que le Welwitschia de Namibie et du Brésil serait à notre époque quelque peu différent, parce que l'histoire des mutations de ces deux espèces aurait été différente en Afrique et au Brésil. Donc on aurait sûrement des Welwitschia très proches, mais avec peut-être des petites différences physiologiques, anatomiques. Ça, on ne peut pas l'observer puisque l'espèce du Brésil a disparu. Donc à partir d'une espèce fondamentale, une espèce originelle, par la création du maillage géographique, c'est le principe de la théorie de Darwin, à partir d'une espèce, isolement géographique et isolement reproducteur, on va obtenir deux espèces. Alors, les montagnes sont assez favorables à la création des espèces et à l'isolement géographique. Par exemple, on va parler des cultures papoues en Nouvelle-Guinée. C'est un exemple assez classique. Les Mélanésiens sont arrivés en Nouvelle-Guinée comme en Australie, aujourd'hui on suppose vers 60 000 ans. Il y a 60 000 ans. Et si on simplifie, imaginons qu'il y ait une seule vague de colonisation en Nouvelle-Guinée. Eh bien, c'est une région très montagneuse, une île très volcanique, la Nouvelle-Guinée, avec beaucoup de vallées profondes. Les hommes ont colonisé l'ensemble de l'île. Et ce que les colons européens ont constaté quand ils sont arrivés en Nouvelle-Guinée, c'est qu'ils
ils ont répertorié 800 langues. Il y a 800 langues ethniques en Nouvelle-Guinée. Ça veut dire qu'un peuple commun est arrivé en Nouvelle-Guinée, il s'est dispersé, les peuples se sont installés dans les différentes vallées. Dans chaque vallée, en vivant en autarcie, il y a eu des mutations linguistiques, qu'on peut assimiler à des mutations génétiques. Et petit à petit, 800 langues se sont différenciées à partir d'un tronc commun d'une langue commune, la langue originelle. Voilà. C'est ça le génie de Darwin et de Wallace, qui était un autre chercheur, Russell Wallace, qui était un autre chercheur qui est arrivé aux mêmes conclusions en travaillant en Asie, sur la flore d'Asie du Sud-Est. Donc à partir d'une espèce, par séparation, par isolement géographique et isolement reproducteur, se produisent deux espèces distinctes. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est le message que Darwin nous passe ce soir. Donc, la cordillère des Andes, elle s'est formée entre 50 millions d'années et aujourd'hui, parce qu'elle continue encore à pousser, comme les Alpes. C'est un ensemble de vallées, d'expositions, de sommets et de milieux où des plantes se sont différenciées à partir de souches communes. Voilà. C'est l'essentiel qu'il faut comprendre. Bon. Donc, comme je vous le dis, je vais passer assez vite sur l'histoire de la géologie. Ça, simplement, c'est l'image du monde de la Pangée il y a 300 millions d'années. Tous les continents étaient réunis. Alors après, c'est l'histoire tectonique de plaques, de mise en place des terrains granitiques dans un premier temps, avec des bassins sédimentaires qui se créent en relation avec cette subduction de plaques. C'est l'émergence d'un volcanisme, avec des différenciations magmatiques qui produisent des roches volcaniques de différentes natures. Et puis, c'est l'ouverture, avec un océan Atlantique qui augmente la compression sur la plaque américaine. Vous voyez, la plaque américaine, elle est là. D'un côté, il y a une plaque océanique qui la comprime, et de l'autre, il y a un océan qui s'ouvre. Et c'est cette compression qui a mis en place la cordillère des Andes. Parce que, en fait, la croûte terrestre, il y a des plaques océaniques, des plaques continentales. Toutes ces zones en orange, ici, cette tireté, ce sont ce qu'on appelle des dorsales médio-océaniques. C'est-à-dire qu'à ces endroits-là, il y a des volcans sous-marins qui produisent des remontées de magma. Et ce magma s'épanche et crée de la croûte océanique. Donc, en permanence, au milieu des océans, se crée de la croûte océanique. Mais la Terre, depuis 4,5 milliards d'années, avec ces phénomènes de croissance des plaques, n'a pas augmenté de volume. On est bien d'accord. Il se crée en permanence de la croûte terrestre, mais la Terre ne devient pas un ballon de plus en plus grand, on va dire. Ça signifie qu'il existe des phénomènes de compensation à la production de plaques. C'est-à-dire qu'à certains endroits, la plaque terrestre est comprimée pour compenser la création de croûte, ou se produisent des phénomènes de subduction, c'est-à-dire que la croûte océanique passe sous la croûte continentale. Ça compense la création de la plaque. Parfois, ce sont deux croûtes océaniques qui se chevauchent. Parfois, c'est une croûte océanique qui passe par-dessus un continent, ce qu'on appelle une obduction. Voilà. Passons. Ça, c'est l'histoire du volcanisme, qui est de plus en plus récent en mesure qu'on progresse vers l'est. C'est-à-dire que les volcans que vous voyez représentés en bleu sont les volcans les plus anciens. Puis, au fur et à mesure qu'on progresse vers l'est, on rencontre des volcans qui sont de plus en plus récents. Ça, c'est l'histoire de la compression depuis 50 millions d'années qui met en place la cordillère des Andes. Voilà le dessin de Darwin qui met bien en évidence ces phénomènes de compression. Avec une cordillère des Andes qui est assez large, voyez-vous, au niveau central, ici, au niveau du Pérou, de Bolivie. On a une cordillère qui est très très large, et ici une cordillère qui est très fine. Et on s'est longtemps posé la question de savoir pourquoi. Et en fait, c'est lié à la nature de la plaque qui coule sous le continent. Cette plaque, au niveau de la zone centrale, elle présente des dorsales, deux dorsales. C'est-à-dire que la plaque Nazca, elle passe sous des chalumeaux, ce qu'on appelle des points chauds en géologie, des chalumeaux qui la boursouflent et qui apportent des matières et qui créent des îles volcaniques comme les Galapagos, comme l'île de Pâques. Alors, on ne peut pas comparer ces chaînes volcaniques aux dorsales médio-océaniques, qui sont ces volcans linéaires qui produisent la plaque océanique. Ici, ce sont des sortes plutôt de cicatrices qui apparaissent sur la croûte océanique, qui passent, la croûte océanique progresse vers l'est, elle passe sur chalumeau et la cicatrice donc, se met en place sur la croûte. Et donc, par ce coup de chalumeau, la plaque est réchauffée, elle est donc plus légère, elle est plus épaisse aussi. Ça veut dire que quand cette plaque coule sous la plaque continentale, eh bien, elle a plus de mal à s'enfoncer. Ce qui est résumé par ce schéma-là. Vous voyez, au niveau de ces boursouflures de la plaque océanique, eh bien, la plaque n'arrive pas à descendre franchement.
Donc à un moment donné, elle est pratiquement horizontale, puis elle finit par retomber. Et donc ça constitue une mâchoire d'étau, finalement, qui est beaucoup plus importante. La compression est plus forte. Alors qu'au sud du Chili, la plaque océanique, elle descend de manière assez verticale, et elle est donc refondue, elle se refond dans les entrailles de la Terre de manière beaucoup plus rapide, et la pression sur le continent est moins importante. Voilà, ça explique que, très rapidement résumé, n'est-ce pas, ça explique que la cordillère des Andes soit beaucoup plus large dans son centre que plus au sud ou plus au nord. Alors, ici, une carte de la biodiversité végétale dans l'hémisphère sud concernant l'Afrique et l'Amérique du Sud. Alors, tout à l'heure, on en a parlé avec Gilles. La région du Cap qui est là, c'est un empire floral. Je vous le disais, 2600 espèces sur 500 km². Vous avez ici des éléments de repère, hein, avec le Chili central ici, qui est une zone assez riche, mais qui est 2 fois moins riche que la région du Cap. Ça reste une zone assez riche, avec beaucoup de plantes endémiques, alors que les zones latérales, ici, sont nettement moins riches. Les steppes de Patagonie sont pauvres, et le désert d'Atacama est relativement pauvre. En fait, on a toute une ligne ici, qu'on appelle en Amérique du Sud la diagonale aride, qui correspond à des zones de faible précipitation, qui est plus pauvre en espèces, alors que le Chili est un grand centre de diversification. Parce qu'il faut comprendre que le Chili, c'est un pays isolé géographiquement, en quelque sorte, par un désert assez aride au nord, par des zones assez froides et assez pluvieuses au sud, une cordillère des Andes qui constitue évidemment une barrière géographique importante, avec des hauts sommets. On a vu tout à l'heure la Concagua, c'est presque 7000 mètres. Et en plus, se superpose cette diagonale aride du Pérou, Chili, Argentine, qui est recoupée par une autre diagonale aride qui partage le Brésil en deux ici. Il y a 2 diagonales arides. Alors ici, c'est une carte qui vous donne des indices de biodiversité au Chili. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'espèces qui se trouvent dans la zone méditerranéenne, dans la zone centrale. C'est un foyer de diversification végétale. C'est une carte de la pluviométrie qui reprend ce que je vous disais à l'instant concernant cette fameuse diagonale aride. Dans cette zone aride, qui constitue un désavantage pour les plantes, même si les plantes savent s'adapter à la sécheresse, on a une relative pauvreté floristique, alors qu'au Chili central, où les conditions sont plus favorables, profusion de plantes. Alors, par rapport à la pluviométrie, une explication est très très simple, c'est que dans le sud du Chili, vous êtes placé sous le régime des vents d'ouest, la cordillère des Andes arrête les nébulosités, il pleut beaucoup sur le côté chilien, surtout au sud du Chili, il pleut énormément, j'ai atteint 3-4 mètres de pluie par an, par endroit, donc c'est très très pluvieux. Et par contre, lorsqu'on passe côté argentin, du fait de ce barrage orogénique, eh ben, il pleut presque pas, c'est un semi-désert la Patagonie, en tout cas le sud de la Patagonie argentine. Et puis plus au nord, c'est le mécanisme inverse, le régime des vents il vient de l'est, comme les alizés, la cordillère arrête les nuages, il pleut beaucoup sur les flancs amazoniens, la cordillère des Andes, et par contre, de l'autre côté, c'est le désert plus ou moins aride, le désert d'Atacama. Voilà. Alors, cet anticyclone qui est là, qui est comparable à notre anticyclone des Açores, qui est plutôt centré sur l'île de Pâques, qui joue un rôle important, puisque en hiver, il se rapproche de l'équateur, il permet donc aux nuages d'arriver plus facilement dans la zone méditerranéenne centrale, il pleut, et par contre, en été, il se rapproche du pôle, et il étend la sécheresse à la zone centrale. Alors, ce sont des fondamentaux qu'il faut comprendre pour interpréter la flore chilienne. Là, je voulais parler du Gondwana, le traitement du Gondwana, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui se passe. Mais je pense que je vais y revenir plus tard. Voilà, l'histoire des Papous en Nouvelle-Guinée, ben voilà, elle est résumée ici par Darwin. I think. Vous voyez, il a compris qu'à partir d'une souche commune, on peut à l'infini développer quantité d'espèces linguistiques et d'espèces animales, végétales. Ça, c'est le diagramme, l'idée de base de Darwin, et après, c'est les diagrammes que les scientifiques font aujourd'hui à partir de l'analyse des gènes. Et ça peut être assez compliqué à comprendre. Alors, tout ça, je vais vous en parler éventuellement tout à l'heure. Je vais plutôt maintenant... Alors, je reviens ici sur le Chili central, que je crois que dans l'intitulé de l'exposé, c'était marqué plutôt Chili central. Hein. Voilà. On ne va pas parler de tout le Chili, c'est pas possible. Alors, vous voyez que ça vous donne une idée des précipitations du Chili central. La zone méditerranéenne au sud, elle correspond à peu près à Concepción. Voilà, ici, dans la vallée, il y a une zone de transition entre le climat tempéré, qui peut être assez pluvieux du sud chilien, et la zone méditerranéenne, qui s'étend, proprement parler, jusqu'à Santiago. Et puis après, il y a une zone de transition ici.
Et pour les bioclimatologues, quand on arrive à 200 mm de pluie par an, on passe du climat méditerranéen au climat désertique, au climat aride. Mais ce climat aride, plus au nord, il est temporisé par la fameuse Kaben Chaka, cette fameuse brume qui vient de la mer. Ici, c'est une carte, donc il faut considérer ce qui est à l'image de gauche, qui va donner une idée de la pluviométrie. Vous voyez qu'on vous indique 5 mm de pluie par an dans le désert d'Atacama, et c'est encore généreux parce qu'il y a des endroits où il ne pleut pas. Le record d'absence de pluie à Arica, ici, c'est 14 ans. Pendant 14 années consécutives, il n'y a pas eu une goutte de pluie à Arica. Rien. Alors, sur les diagrammes qui sont à droite, alors il ne faut pas retenir l'échelle parce que ce n'est pas la même d'un diagramme à l'autre. L'échelle est exagérée pour la région d'Arica, très désertique, où il ne pleut presque pas. Là, il s'agit, les diagrammes bâtons, c'est des millimètres dont il s'agit. Donc, ce que je veux simplement que vous remarquiez, c'est qu'entre la zone franchement méditerranéenne ici et la zone très aride de l'Arica, la saison des pluies, elle intervient au même moment, c'est-à-dire pendant le trimestre le plus froid de l'année. C'est pour ça que le climat aride de l'Atacama, c'est presque un climat méditerranéen très sec, tout simplement. Parce que selon des spécialistes du désert comme le fameux Théodore Monod, le désert des déserts, c'est le désert dans lequel la pluie intervient n'importe quand dans l'année, et de manière irrégulière. Elle peut arriver à n'importe quel moment de l'année, n'importe quel mois. Il n'y a pas de règle. Alors qu'ici, voilà, on va dire que c'est un désert climatologiquement aspiré par le climat méditerranéen. Alors oui, je vais parler de la Kaben Chaka maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un courant marin froid qui s'appelle le courant de Humboldt qui longe les côtes d'Amérique du Sud, dans le Pacifique. De même, un courant froid ici, le courant de Magella qui longe les côtes d'Afrique du Sud, avec finalement des zones climatiques assez vicariantes entre la région du Namaqualand, ici, la Namibie un peu plus haut, et le désert d'Atacama. Parce que ces courants froids influencent le climat d'une manière ou d'une autre. Courant froid qui longe la côte d'Amérique du Sud, c'est ce qu'il faut retenir. Après, alors ça, vous le savez tous, quand vous avez de l'air chaud et humide qui prend de l'altitude, ben, l'air chaud se refroidit, il se condense et il pleut. Donc ici, en l'occurrence, sur un schéma comme celui-ci, en bord de mer, il y a de l'air chaud et humide qui arrive de la mer Méditerranée ou de l'océan Pacifique. L'air chaud prend l'altitude, il pleut sur la montagne, et puis ensuite, il y a un effet de fun qui fait qu'il pleut très peu sur l'autre versant, le versant opposé. Il y a des vents secs, asséchants, qui soufflent. Alors, la configuration est différente donc, sur la côte chilienne. L'anticyclone d'Atacama est présent à différentes intensités en fonction de l'année. Ces pressions atmosphériques elles sont représentées par ces flèches bleues. Et à certains endroits, au cœur de l'anticyclone, mais il y a l'air qui descend vers la surface de la Terre. Autre phénomène important qui se passe à ces latitudes pendant la période chaude, c'est que dans l'Atacama ou entre Santiago et l'Atacama, dans la zone de transition, il fait assez chaud, ce n'est pas une révélation de ma part. Et donc, il y a des courants chauds qui s'élèvent au-dessus du désert d'Atacama, des régions arides. Cet air chaud monte, et puis il s'étale, il se refroidit, et puis il a tendance à redescendre. L'air chaud qui est propulsé ici par la pression anticyclonique, il se rapproche du littoral, il est chaud et humide, et puis il va passer au-dessus du courant de Humboldt qui est très froid. Il va donc se condenser. Cet air chaud humide, il est attiré par cette cellule de convection qui est installée ici. L'air chaud monte, hop, il redescend. Voilà. C'est ce qu'on appelle une cellule de convection thermique. Donc il y a une véritable aspiration de l'air chaud humide du Pacifique vers la côte d'Amérique du Sud, d'où des condensations qui se développent entre 600 et 1200 mètres d'altitude en fonction des pressions anticycloniques. Si les pressions anticycloniques sont fortes, eh bien, ces nuages ils vont rester plutôt à basse altitude, par ici. Et quand l'anticyclone, au contraire, fait tomber la pression, on peut avoir ces brouillards à plus haute altitude. Et ce qu'on observe très bien lorsqu'on se trouve au Chili, par exemple, si on se positionne au sommet de ce piton-là, eh bien, on voit cette mer de nuages qui déborde des sommets, comme un tapis roulant, phénomène qu'on voit très bien également au Cap. Et ces nuages donc, redescendent, en se réchauffant, ils se réchauffent, le nuage est vaporisé, et donc il n'y a plus de nuages du tout. Alors, comme il fait très chaud pendant la journée, cette cellule de convection, elle perdure pendant la nuit. De l'air chaud continue à s'élever pendant la nuit.
Ça veut dire que donc, ce brouillard continue pendant la nuit à rentrer à l'intérieur des terres. Mais comme il fait plus froid, la nappe de condensation est plus importante, c'est-à-dire qu'elle va rentrer plus profondément à l'intérieur des terres. Donc, la Camanchaca s'épaissit et s'allonge. Et ça, on le voit très bien en images satellites. Il y a des magnifiques vidéos satellites qui vous montrent la progression de la Camanchaca sur l'Atacama, ou plus au sud. Comme les doigts d'une main, on voit cette brume qui s'infiltre dans les vallées, qui pénètre assez profondément. Et puis, au petit matin, quand la Terre commence à se réchauffer à nouveau, eh bien, cette brume, elle retourne vers la mer. Elle fait un va-et-vient, en fait, pendant la nuit. D'où de splendides images que je ne vous montre pas en vidéo, mais je vous donne. Alors voilà, ça c'est le tapis roulant dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous êtes à l'intérieur des terres. L'océan est derrière la chaîne de montagne. Et vous voyez ces nuages qui arrivent. Ça veut dire que sur le bord de mer, vous êtes dans la grisaille la plus totale. Et on peut être au petit matin, dans la zone où a été prise la photo, sous un épais nuage de brume. C'est-à-dire que quand on séjourne dans cette région, le matin, pendant la belle saison, printemps, en été, c'est ciel plombé. Pour faire de la photo, c'est pas terrible. Il faut attendre que la Camanchaca se retire vers la mer pour avoir du ciel bleu et faire des photos. Une très belle image ici de la Camanchaca qui a dû être prise au petit matin. Alors, il faut bien distinguer la neige qui enveloppe les sommets de la cordillère des Andes, ce qui met en relief les vallées, et puis la Camanchaca qui, elle, s'infiltre dans les vallées. Au contraire, la neige qui coiffe les sommets. Et puis, donc, si on prend une photo maintenant en fin de matinée, voilà, on voit que la Camanchaca s'est retirée. Ici, c'est Arica, là, c'est Antofagasta. Donc, on est vraiment dans la partie la plus au nord du Chili. Vous voyez que la Camanchaca s'est retirée du littoral, selon le processus que j'ai essayé de vous expliquer. J'espère que vous avez compris. Voilà. Alors, la Camanchaca apporte de l'eau. Il ne pleut pas, d'accord, mais les brouillards côtiers apportent de l'eau. Et à partir des photographies aériennes, comptabilisant le temps de passage des nuages, eh bien, on arrive à hiérarchiser les zones qui sont les plus arrosées par la Camanchaca. Et vous voyez que les zones en bleu sont les zones les plus arrosées. Elles correspondent à l'équivalent de 5 mois dans le brouillard ou plus des sommets. Minéralisation en fonction des couleurs, vous voyez. Donc, cette Camanchaca, vous voyez, elle permet de distinguer différents territoires qui sont des isolats géographiques. Et c'est un facteur de création d'espèces avec endémisme. Vous voyez, il y a des séparations géographiques qui peuvent compter pour certaines espèces. Ce qu'on voit ici, vous voyez, vous avez Copiapoa comme repère, c'est que l'influence de la Camanchaca est assez importante au sud de Copiapoa, et puis elle s'amenuise au fur et à mesure que... Pas de Copiapoa, de Copiapo, pardon, et qu'elle s'amenuise au fur et à mesure qu'on monte vers le nord. Alors Gilles, tout à l'heure, il vous parlait du jardin planétaire, et dans les stands du jardin planétaire, à un moment donné, on évoquait le fait que les hommes pouvaient récupérer de l'eau... tu as le micro, Gilles. Voilà, dis un petit mot comme ça, moi, je me repose une minute. Le jardinier des nuages a été inventé à Tiogungo. On est donc dans le désert d'Atacama. Mais le filet d'origine n'est pas celui-là. Ça, c'est une toile moderne. Le filet, il a les mailles qui sont celles copiées sur la dimension des feuillages d'un arbre qu'on appelle l'arbre qui pleut et qui est situé aux Canaries. Sur les versants sud des Canaries, il y en a plusieurs de ces arbres-là. Il ne pleut jamais à certains endroits dans ces régions-là, mais il y a des gouttes tous les matins, parce que ça s'est condensé la nuit. Et donc ces filets étaient tendus, et un jardinier, entre guillemets, arrive avec une espèce de grand râteau, accélérant la chute des gouttes d'eau dans une gouttière pour remplir plus rapidement des grands bidons d'huile d'eau, qui permettaient aux habitants de Tiogungo de vivre. Sinon, il n'y avait pas moyen d'avoir de l'eau. Alors ça a été maintenant remplacé par ce genre de choses-là, et qui est l'outil aujourd'hui moderne pour faire la capture de l'humidité de l'air. Et si c'était implanté pour la première fois à titre expérimental et fonctionnel vraiment bien à Tiogungo, comme je vous le disais, c'est parce que le phénomène de upwelling que tu appelles... le Camanchaca, voilà, qui est un refroidissement de l'océan pendant alors, là, tu rentres dans les détails. Oui. J'expliquais qu'il y avait un courant froid qui s'appelait le courant de Humboldt. Oui, il y a le courant de Humboldt, mais... Et si on revient sur la carte des vents qu'on a vu tout à l'heure, mais je ne vais pas y revenir, voilà, il y a des vents qui s'orientent vers un moment donné vers l'ouest.
et qui chasse les eaux de surface le long de la côte chilienne vers le large. Et ça entraîne une remontée d'eau froide. Ce qui fait qu'indépendamment du courant d'un bol qui est un courant froid, il y a une accentuation du froid qui est liée à des remontées d'eau froide. Exactement. Et qui peut avoir lieu toutes les nuits, quoi. Ça se passe pendant la nuit. Peut-être pas toute l'année, mais... Voilà. C'est lié au vent. Quand le vent chasse les eaux de surface vers le large, il y a ces remontées d'eau froide. Oui, alors ça se produit, mais de façon irrégulière selon l'année. Oui. Et donc simplement sur ces filets, vous avez des gouttières ici à la base qui récupèrent l'eau qui ruisselle. Et dans les vignobles de la vallée d'Elqui, où on est allé avec Gilles, on peut voir parfois des filets installés parallèlement à la côte, qui captent donc les brouillards et qui complémentent l'arrosage, parce que les vignes sont irriguées dans cette zone-là. Et voilà, on récupère aussi l'eau du brouillard. Un très beau paysage de la vallée d'Elqui. En plein désert, vous voyez. C'est là qu'on produit un pisco de qualité. Voilà, alors ça c'est le désert d'Atacama, tel qu'on peut le voir, là où il ne pleut pas. Je vous dis, la région d'Arica, 14 années sans une goutte de pluie. C'est quand même un sacré désert. Il n'y a pas de plantes. Alors ici, on ne se trouve pas vraiment à l'extrême nord. On commence à sortir du désert des déserts. On se rapproche d'une zone plus fertile. Alors vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de couverture végétale. La roche apparaît largement. C'est une roche d'ailleurs de nature granitique et non pas volcanique. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Les cordillères côtières au Chili, elles sont faites de roches de nature granitique. Voilà un paysage austère mais beau. Le parc national du Pan de Azucar. Alors, malgré donc, cette absence de pluie, quand on regarde les sciages qui arrivent à pousser dans ces conditions, on voit des revêtements de lichen impressionnants. Ces lichens ressemblent aux lichens qu'on peut voir chez nous, sur les rochers, sur les troncs des arbres. Vous avez même ici des lichens qui enrobent les épines des cactus. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus, je vous ai parlé de la ville de Copiapó, et je vous ai dit Copiapoa, parce que voilà une plante qui est bien nommée, qui permet d'économiser de la mémoire. Voilà, ça fait partie des cactus du groupe des Copiapoa, qui poussent dans la région de Copiapó. Et la plupart des Copiapoa forment des masses comme celle-ci, avec plusieurs tiges. C'est la morphologie classique je crois qu'il y a à peu près 50 espèces, sinon davantage en comptant les sous-espèces de Copiapoa, dans cette région du monde. Voilà, donc un paysage austère, mais qui est bien peuplé par quelques petits buissons dont je ne saurais pas vous dire le nom. Et puis ce Copiapoa, qui s'appelle le Copiapoa longitamine, longistaminea. Et dit en passant, quand le nom de la plante en latin me vient à la mémoire, je vous le cite, et s'il ne vient pas à la mémoire, je ne vous le cite pas. Parce que, je vous assure, en botanique, la mémoire des noms, ça devient infernal quand on vieillit, quand on connaît de plus en plus de plantes, il faut s'en rappeler. Mais le pire, c'est que les plantes changent de nom. Il y a un cactus qui a 90 noms différents, parce que nommé par 90 auteurs différents. Alors là, j'avais un prof de fac qui me disait, alors cette plante-là, moi je l'appelle comme ça. Elle a changé de nom, mais écoutez, moi j'en peux plus. Donc je l'appelle comme ça. Et depuis cette époque, j'ai connu des plantes en zone méditerranéenne où je travaille qui ont changé 3-4 fois de nom. Alors, il y a déjà des milliers de plantes à connaître et à nommer, mais en plus, on leur fait changer de nom régulièrement. Les spécialistes de la systématique changent de nom. Alors parfois, ça peut être justifié, parfois, on pourrait s'en passer. Donc voilà, quand le nom vient à la mémoire, je vous le cite. S'il vient à la mémoire, je ne vous le cite pas. Et vous ne m'en voudrez pas. Mais par contre, si vous m'écrivez, je pourrais vous envoyer le nom. Alors voilà, ça c'est une carte, non pas de tous les Copiapoa, mais de quelques Copiapoa. Alors ici, vous avez un groupe, par exemple, qui suit finalement la zone de la Camanchaca. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré une photo des zones d'influence de la Camanchaca. Je vous montrais qu'elle était assez large vers le sud et qu'elle s'amenuisait en montant vers le nord. Vous voyez, vous avez ici des Copiapoa qui suivent plus ou moins donc, cette zone de brouillard. Alors ici, par contre, vous avez un autre groupe, le groupe des Cinerea, qui s'affranchit du brouillard, qui peut rentrer à l'intérieur des terres. Ça veut dire que déjà, en fonction de la pluviométrie, en fonction de la présence ou non du brouillard, de la présence plus ou moins marquée du brouillard, vous avez plusieurs biotopes qui se mettent en place. Et en fonction de ces biotopes, il y a des Copiapoa qui s'installent là où c'est très très sec, où il n'y a pas de concurrence, et d'autres qui se rentrent en compétition dans les zones plus arrosées. Et puis, indépendamment de ces facteurs climatiques, tout à l'heure je vous en ai parlé, il y a des variations de la nature des sols. Vous voyez, dans une zone où poussent les Copiapoa, vous voyez qu'il y a toutes sortes de terrains géologiques,
avec des filons minéraux de différentes natures, du plomb, du zinc, de l'or, de l'argent. Et la nature chimique des roches peut varier aussi en fonction de ces remontées de métaux. Alors ça, c'est un copiapoa qui se distingue du groupe. Je vous ai dit tout à l'heure que les copiapoa formaient une espèce de boule, des boules de boules, en quelque sorte. Celui-ci, il est différent parce qu'il prend de la hauteur. Et les tiges sont solitaires. Vous voyez ? Chez ces plantes, la photosynthèse se fait seulement au niveau de la coupole sommitale. Parce que l'épiderme se clarifie, se durcit, il devient opaque à la lumière plus bas. Et donc la photosynthèse se fait seulement, ou surtout, au sommet de la plante. Alors oui, c'est pas le vent. Vous pourriez me dire, oui, mais c'est le vent. Hein, non, il y a vraiment chez cette espèce-là, qui est une espèce longue sur tige, une inclinaison bien marquée vers le nord. Pas vers le sud, c'est pas n'importe où, c'est en direction du nord. Et je connais une autre plante qui se pousse à la même latitude, mais en Afrique du Sud, qui est le Pachypodium namaquanum, une plante, une proche parente du laurier rose, si vous voulez, la même famille. Alors, vous le voyez quand même ici, c'est pas hasard non plus, c'est pas le vent. Tout le sommet des plantes est penché vers le nord. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi, et la réponse, elle arrive. Voilà. Alors, si vous regardez le diagramme pluviométrique de la région de Copiapo, vous voyez que la période des pluies, ça correspond surtout à cette période qui est là, comprise finalement entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Et le schéma du dessous vous montre la position du Soleil par rapport à l'horizontale terrestre à ces différentes époques. Assez logiquement, le Copiapoa, il va développer sa poussée pendant la période des pluies, mais qui est aussi la période la plus froide. Et tout naturellement, oserais-je dire, eh bien, les têtes s'orientent en direction du Soleil et en quelque sorte, elles fossilisent la position du Soleil au moment de la poussée. Alors, Gilles nous aurait dit que ça fait penser au gnomon d'un cadran solaire, hein, parce que c'est un mot que tu aimes bien et que tu m'as appris d'ailleurs. Hein, je ne savais pas ce que c'était qu'un gnomon. Le gnomon, c'est le nom savant pour la tige qui se trouve sur les cadrans solaires. Bon, on pourrait l'appeler aussi cactus zizi pour des raisons évidentes. Hein. Il y a beaucoup de cactus qui ont des formes de zizi, avec une grande verge et deux boules. Et je collectionne les photos de cactus qui sont comme ça. Alors ça, c'est un petit renard qu'on voit au Pan d'Asukar avec des grandes oreilles qui lui permettent de dissiper la chaleur, comme le fennec du Sahara. Et alors, on va dire qu'il est semi-apprivoisé, puisque dans le parc national, je pense qu'il doit attendre des friandises de la part des visiteurs. Mais je ne dirais pas ça, parce que j'ai eu l'occasion de voir des renards à différents endroits dans les Andes. Alors, des renards à grandes oreilles dans les régions chaudes, à petites oreilles dans les régions froides, pour pas que les oreilles se gèlent, n'est-ce pas ? Et j'ai toujours trouvé qu'ils étaient des mammifères curieux. Quand vous campez, faites votre camping sauvage, eh bien, ils s'approchent, ils vous regardent comme ça, ils sont assez interrogatifs. Ils sont curieux, c'est naturel curieux. Et ça, c'est confirmé par Darwin et par Agnès, notre thèse, qui m'a rappelé ce passage de Darwin à Chiloé. Darwin se trouve presque nez à nez avec le renard qui porte son nom. Hein. Il a bien de la chance, Darwin, il a des renards qui portent son nom. Et alors, il est sur Chiloé, il est en escale, il nous dit « Nous atteignons dans la soirée l'île de San Pedro, où nous trouvons le Beagle à l'ancre. En doublant une pointe de l'île, 2 officiers débarquent pour relever quelques angles avec le théodolite, un appareil de mesure de géomètre, si vous voulez. Un renard, Canis vulpines, voyez, il a changé de nom entre-temps, voyez, parce que je ne vous disais pas de bêtises tout à l'heure. Il s'appelait Canis vulpines pour Darwin, et maintenant on l'appelle un autre nom barbare. Espèce particulière, dit-on, à cette île, où elle est même fort rare, et qui est nouvelle, il ne le dit pas, mais pour la science. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il était assis sur un rocher. Il était si absorbé dans la contemplation des officiers que j'ai pu m'approcher de lui et lui casser la tête avec mon marteau de géologue. Ce renard plus curieux ou plus ami des sciences, mais dans tous les cas moins sage que la plupart de ses frères, se trouve aujourd'hui dans le muséum de la Société zoologique. Alors, Agnès était horrifiée par ce passage de livre des mémoires de Darwin. On va conclure que pour servir la science, Darwin est impitoyable. Dans le désert d'Atacama, comme dans le désert du Namaqualand,
il peut y avoir des pluies exceptionnelles en fonction de la pression anticyclonique qui interviennent tous les 8-10 ans. Alors, malheureusement, je l'expliquais tout à l'heure à l'équipe de domaine du Rayol qui est parmi nous, que je n'ai pas eu la chance d'assister à des déserts fleuris au Namaqualand ou au Chili en grande intensité. J'ai assisté à des petits desiertos floridos, parce que quand il pleut beaucoup au Chili, voilà, dans la région qu'on appelle le Norte de Chico, au nord de Santiago, il y a le désert fleuri. Par contre, même s'il ne pleut pas de manière exceptionnelle, suivant les pluies passagères, on peut observer ce paysage-là. Voilà, ça, on va dire que c'est le paysage du Desierto Florido qui est assez abordable pour le voyageur. S'il se rend au Chili en septembre, il faut y aller à peu près en septembre. Alors là, vous avez tout simplement un paysage qui est dominé par un pourpier, Calandrinia. Calandrinia, c'était quelque chose, Gilles. Parce que bon, moi j'adorais cette plante qui est d'un rose un peu flashy, un peu fluo. Ouais. Et quand on est arborisé, quand on s'arrête à un endroit et qu'on est arborisé ici et là, de temps en temps, on se perd de vue. Chacun suit son itinéraire, d'une plante à l'autre, chemine, puis à un moment donné, on ne sait plus où l'autre. Et le cri de ralliement au Chili d'expédition, c'était « Calandrinia !» Voilà, c'est comme ça qu'on se repérait. Donc voilà, ici, une espèce de Calandrinia, le Calandrinia longiscapa, qui forme ces paysages assez étonnants. Voilà ce pourpier, qui est une espèce annuelle. C'est-à-dire qu'il pleut, hop, il germe, et son développement est assez rapide. Il produit ses graines, et puis ces graines restent enfouies dans le sol. Elles peuvent germer soit l'année suivante, et parfois, pour les plantes désertiques, très très longtemps après. Il y a des plantes chiliennes du désert qu'on a découvertes très récemment, parce que dans les passages précédents, en période de désert florido, on ne les avait pas repérées. Donc les graines peuvent rester très très longtemps en sommeil dans le sol. Ça, ce sont des amaryllis qu'on appelle communément là-bas des Anyanyuca. Alors il y a les Anyanyuca des Andes, du littoral, il y en a toute une catégorie d'espèces. Celui-ci, c'est l'Anyanyuca amarillo, jaune. C'est un Rhodophyala. Le genre, c'est Rhodophyala, qui a d'ailleurs changé. Aujourd'hui, on n'a plus de Rhodophyala. Moi, je vous dis, celui que je connais, Rhodophyala bagnoldi. Voilà. Je vous impressionne un peu. Voilà. Alors, ici, on approche d'une zone, vous voyez, où on n'est plus dans les paysages minéraux qu'on a vus au Pan de Açúcar. On est un peu plus au sud, on va dire, dans la région de Copiapó. Et là, vous voyez qu'il y a une couverture végétale, avec des plantes, évidemment, opiniâtres, qui résistent aux dures conditions du milieu. Et vous avez ici un cactus, dont je ne vais pas préciser le nom, c'est un Olichnia, mais peu importe. Je voudrais surtout vous montrer la plante qui fait des fleurs jaunes, ici, qui est un petit arbuste. Alors quelqu'un le connaît, c'est un oxalis. Les oxalis, ça vous dit quelque chose? Oxalis. Bon. Il y a un oxalis qu'on connaît bien parce qu'on mange son fruit. C'est le carambole, le carambolier. Ce sont des fruits en forme de citron, mais avec une découpe en section, il apparaît comme une étoile. Le carambole, c'est un oxalis qui pousse en Asie du Sud-Est. Ça, c'est un oxalis des zones semi-arides du Chili, l'oxalis gigantea. Voilà encore ses fleurs. Voyez, si vous connaissez des oxalis herbacées, vous voyez, c'est ça, hein, c'est la même structure de fleurs, les feuilles qui révoquent celles d'un trèfle à 4 feuilles. Voilà de plus près. Et le Chili, c'est une zone de diversification des oxalis. Il y en a beaucoup, en particulier dans la zone centrale. Vous voyez, la zone qui est marquée en orange. Alors Darwin a repris les travaux d'un certain Hildebrand. Il a travaillé là-dessus et il a confirmé ce qu'on appelle l'hétérostylie. L'hétérostylie, vous pouvez parfaitement l'observer en ce moment par ici, au travers de l'observation florale des primes verts. Il y a 2 ou 3 primes verts qui fleurissent en ce moment dans les prés par ici. Et si vous regardez la structure florale interne des fleurs, vous verrez qu'elles sont pas architecturées exactement de la même façon, exactement comme les oxalis. Donc vous voyez qu'au sein de l'oxalis, des oxalis, très souvent, on a d'un pied à l'autre différentes structures de fleurs, avec des étamines qui se positionnent à différents niveaux, des stigmates qui se positionnent à différents niveaux. Ce qui fait qu'un insecte, allant d'une fleur à l'autre, d'un pied à l'autre, il va forcément, par ce dispositif, favoriser la pollinisation croisée. L'abeille qui va rentrer dans la première fleur qu'elle a, eh bien son torse ici va toucher ses étamines, qui vont toucher les stigmates qui sont là. Vous voyez, vous aurez le temps de méditer à cela.
Voilà, c'est ce qu'on appelle l'hétérostylie. Et ce week-end, si vous avez le temps, regardez les primes verts et vous verrez que je vous dirai. Alors ça, c'est un papayer. Il y a beaucoup de plantes néotropicales au Chili, originaires qui sont diversifiées dans le centre de l'Amérique. Là, je vous montre un papayer, le carica du Chili, qui a changé de nom d'ailleurs. Maintenant, il faut les appeler les Vasconcella. Alors ça, c'est un pavot arbustif. En Californie, on connaît un pavot arbustif, la fleur jaune, qui s'appelle le dendromécon. Ça, c'est un Balbisia pedonculata, qui est un pavot qui est ligneux. Vous voyez, donc les coquelicots, là, au Chili, peuvent devenir des petits arbustes et qui produisent du bois. Ce ne sont pas seulement des plantes herbacées. Celui-ci est magnifique par ses belles fleurs jaunes qui rappellent les scolzia également. Vous savez, le pavot de Californie à fleurs jaunes orangées. Voilà les fleurs de plus près. Un autre paysage ici avec un opuntia. Les opuntia, ce sont les oreilles du Mickey, les figuiers de Barbarie. Au Chili, les tiges sont cylindriques. Ici, vous avez un Michelopuntia, Micheli, dont les tiges sont cylindriques. Et vous avez d'ailleurs ici, voilà, vous avez une petite graminée, je ne sais pas si vous la voyez ici, qui s'appelle la Marcia aurea. En région PACA où j'habite, c'est une plante qui est protégée, parce qu'elle est assez rare. Mais au Chili, elle prolifère, c'est une peste végétale. Avec le statut des plantes, en fonction des endroits, peut varier. Gilles vous a parlé tout à l'heure des plantes. Des plantes exotiques, de l'assimilation des plantes exotiques dans les patries d'adoption. Voilà. Donc celui-ci est protégé chez nous et c'est une peste végétale au Chili. Voilà la fleur de l'Opuntia de Michel. Et puis ici, vous avez un magnifique paysage avec une plante de la famille de la pomme de terre, une solanacée. Il y a beaucoup de solanacées en Amérique. C'est la patrie des solanacées, l'Amérique. On l'appelle Suspiro del Mar, en chilien. Vous voyez ces fleurs, très beau spectacle. Et puis alors, on va parler un petit peu des alstromères. Les alstromères, c'est le lys des Incas. Le nom Inca quichua des alstromères, c'est Amancay. Ils l'appellent Amancay. Et alors, il y a beaucoup d'espèces au Chili. C'est un centre de diversification des alstromères. Donc, je vais vous parler un petit peu des alstromères. Alors, on les rencontre dans tous les milieux, y compris dans les désert d'Atacama, sur les rochers, sur le bord de mer, dans les zones à haute altitude, dans la plaine centrale, dans la zone des embruns, des espèces qui résistent au sel des embruns. Voilà, elles ont occupé beaucoup de niches écologiques, les alstromères. Alors, très belle plante, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est une autre alstromère qu'on appelle le Leontochir ovali et qui a changé de nom, qu'on appelle un Baumarea maintenant. Alors, c'est une plante qui est rampante, qu'on appelle Garra de León, les griffes de lion, je ne sais pas pourquoi, au Chili. Et vous voyez, donc cette alstromère qui pousse couchée sur le sol avec des belles fleurs orangées. C'est une alstroméracée également. Alors, sur l'évolution des alstromères, quand on se penche sur la question, qu'on fait des études génétiques, on se rend compte que les alstromères ont pour ancêtre cette petite plante qu'on appelle un Usuriaga. C'est une plante qui pousse plutôt dans le sud du Chili, on la voit, Chiloé là, ouais, on la voit par ici, et elle descend plus au sud. C'est une plante qui s'implante dans la mousse des arbres, elle est épiphyte, dans les forêts de hêtres austraux, les Dodophagus, eh bien, on voit cette plante au Chili, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Elle a une sœur en Nouvelle-Zélande, parce que c'était l'objet de ce que je voulais dire avant, c'est qu'à un moment donné, la Nouvelle-Zélande était reliée avec le sud de l'Amérique, et qu'il y avait des populations qui occupaient tout le sud de ce continent qu'on appelle le Gondwana. Donc, les Usuriaga ont donné naissance, par diversification, aux alstromères. Beaucoup d'espèces se sont diversifiées au Chili, et puis les espèces qui ont gagné l'altitude dans les Andes sont transformées en autres jarres, qui sont une sorte de liane, sont des plantes volupiles, qu'on appelle des Baumarea. Et la Garra de León, que je vous ai montré tout à l'heure à fleurs orange, fait partie des deux espèces de Baumarea qu'on trouve au Chili. Il y a beaucoup d'alstromères, par contre, le jarre Baumarea est représenté seulement par deux espèces, la griffe de lion et puis une autre espèce que je vais vous montrer après. Et puis la séparation qui a été engendrée par les Andes entre les groupes d'alstromères qui autrefois étaient installés de manière homogène dans toute cette zone de l'Amérique du Sud a fait que des alstromères se sont distingués au Brésil, dans le Cerrado en particulier. Ces alstromères, elles ont une configuration florale un peu différente, avec les fleurs se disposent en rond, en rayon. C'est la caractéristique des alstromères argentines. Alors voilà le Usuriaga dont je vous parlais tout à l'heure, avec les espèces ancestrales des alstromères, avec une espèce chilienne, parce qu'il y en a deux à ma connaissance au Chili, et puis une espèce néo-zélandaise. Ce sont des plantes qui ont été séparées depuis des milliers d'années, mais qui ont très peu évolué, qui se ressemblent beaucoup.
Ça arrive. Parfois, il y a des espèces qui évoluent rapidement, et parfois, en général, quand les conditions de milieu sont stables, les mutations ne servent pas à grand-chose, les plantes ne changent pas, de morphologie en tout cas. Voilà donc ici une carte qui vous montre à nouveau le territoire des alstromères du Chili en bleu, les alstromères brésiliennes du nord de l'Argentine aussi qui se sont distinguées à l'est, et puis dans la cordillère des Andes essentiellement, les Beaumaréas avec des grands centres de diversification ici, en Équateur, Colombie. Les Beaumaréas montent, vous voyez, jusqu'en Amérique centrale. Alors vous voyez que la zone centrale du Chili, la zone méditerranéenne, est très riche d'alstromères. Ce diagramme en rend compte, avec beaucoup d'espèces. Vous voyez, jusqu'à 33 espèces par endroit au centre du Chili central, au centre de la zone méditerranéenne. Alors voilà, ça c'est le deuxième Beaumaréa chilien qu'on appelle Salsilla, communément là-bas, Beaumaréa salsilla. Alors les botanistes qui ont travaillé sur le Chili sont assez intelligents parce qu'on dit souvent que les espèces scientifiques sont nommées en latin. Mais au Chili, beaucoup d'espèces reprennent les noms indigènes, les noms indiens. Donc vous voyez, je me rappelle du nom indigène de la plante, celle-ci. Après, pour vous nommer le nom de la plante en latin, eh bien, il faut que je me rappelle de Beaumaréa. Si je me rappelle de Salsilla ou Beaumaréa, je fais de l'économie de mémoire comme ça. Donc les botanistes chiliens ont été très inspirés en introduisant des noms indiens, pas seulement mapuche, dans la désignation de la flore chilienne. Alors ça, c'est une belle alstromère qui s'appelle l'alstromère peregrina et qui pousse dans la zone des embruns. Voilà, quand vous allez sur le bord de mer, entre les galets même de la plage, vous la voyez pousser. Une petite merveille au milieu des galets et du sel. Ça, c'est une autre alstromère qui s'appelle Zulneri. Cela, je vous présente parce que la plupart des alstromères poussent dans les zones assez ensoleillées. Ce sont des plantes héliophiles. Celles-ci poussent dans les sous-bois, des forêts de hêtres en particulier. Zulneri. Alors ça, c'est une autre alstromère qui est assez répandue au Chili. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que chez cette espèce, l'ictou, voilà, c'est vrai, ça me revient. Là encore, c'est un nom indien, Alstromeria lictu. Ça, c'est la sous-espèce lictu. Et alors tout à l'heure, Gilles vous a parlé du feu. Vous voyez juste après un incendie la prolifération des alstromères sur les zones enrichies par les cendres. Il y a la quantité. Mais ça, c'est la même espèce. Et vous voyez que finalement, chez cette espèce, il y a des mutations qui frappent la corolle et on a toutes sortes de variations dans les coloris des alstromères pour cette même espèce. C'est assez étonnant. Donc c'est une espèce mutante des fleurs, en quelque sorte. Ça, c'est une autre espèce de lictou très répandue, le lictou simsi. Alors, là, je reviens sur l'Europe un petit instant à propos des orchidées, que vous connaissez sûrement, et en particulier ces orchidées particulières qu'on appelle des ophrys, qui sont surtout cantonnées aux zones méditerranéennes. Ce sont des orchidées qui n'attirent pas les insectes avec du nectar, mais qui attirent les mâles de certaines espèces de guêpes, sur le registre du leurre sexuel. Les fleurs sont en quelque sorte des poupées gonflables. Et donc, vous avez en haut de l'image un ophrys qu'on appelle Ophrys insectivifera, qui ressemble assez à un insecte, avec des antennes et des ailes. Vous avez en dessous une espèce ici assez proche qui pousse dans l'Aveyron, qui pousse sur le Cosméjean, pour ceux qui connaissent. On a fait une espèce à part, Emonensis. Et après, vous avez une autre espèce ici qui pousse au Pays Basque espagnol. Et on vous a représenté à droite les guêpes qui viennent polliniser ces orchidées différentes. Donc on peut envisager qu'à partir d'une espèce primordiale, qui s'est étendue de l'Espagne à une bonne partie de l'Europe, eh bien, la guêpe qui se trouvait, par exemple, chez nous, dans l'Aveyron, avait une préférence pour cette morphologie foliaire qui est restée fixée. Mais vous voyez qu'au sein d'un même groupe, il y a des mutations. Et donc on peut supposer que les insectes, on peut même l'affirmer, sélectionnent au sein d'une même population les fleurs qui leur plaisent le plus. Et donc les insectes vont privilégier leur pollinisation et donc leur reproduction. C'est pour ça que les insectes, ou même les oiseaux, dans les régions où les oiseaux pollinisent les plantes, sont de très bons sélectionneurs des plantes. L'homme, il a commencé à sélectionner des plantes au néolithique, des variétés de blé, en fonction de la taille des tiges, en fonction de la capacité des grains à rester sur les épis, pour pouvoir les amener facilement à la grange. Eh bien avant nous, les insectes déjà pratiquaient la sélection végétale. Alors voilà, ce modèle, on peut l'appliquer aux alstromères. Vous êtes par exemple dans la vallée centrale, vous avez des alstromères à fleurs roses ici. Et puis au sein de cette population, il y a des mutants. Il y a un mutant par exemple avec des taches violettes et puis un autre avec des taches oranges. Et puis en région limitrophe, vous avez deux autres abeilles qui ont des territoires différents de cette abeille-là qui vit dans la zone centrale. Il y a une abeille littorale par exemple et une abeille andine.
Eh bien, imaginons que l'abeille andine, elle préfère polliniser les alstromères qui présentent une mutation avec des taches rouges carmin. Petit à petit, elle va sélectionner donc, et favoriser la fructification de ce type d'alstromère. Et au bout d'un moment, on risque d'avoir une alstromère ici, avec des ponctuations violettes qui se développent sur les flancs des Andes. Et inversement, pour une abeille littorale qui sélectionnerait des alstromères avec des taches oranges. Donc, alors, maintenant, je vous présente un groupe d'alstromères, si vous n'en avez pas marre des alstromères, le groupe des Magnifica. Vous voyez, il y a plusieurs, on distingue 4 sous-espèces de cet alstromère. Vous voyez qu'elles ont une répartition géographique qui est proche, mais qui peut être un peu distincte. Voilà, c'est l'alstromère Magnifica. Alors, il y a l'espèce Magnifica, la sous-espèce Magnifica, la sous-espèce Sierra, Magenta, Tophoensis. On peut imaginer que ce sont des insectes locaux qui ont donné des préférences par endroit et que, alors ça, il faudrait le vérifier, mais bon, il faudrait passer beaucoup de temps pour étudier les insectes qui pollinisent l'alstromère, mais il existe sûrement une fidélisation des insectes par rapport à certaines catégories d'alstromère. Alors, vous voyez, les variations sont subtiles, je ne vais pas les décrire ici, elles se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas les mêmes, ça c'est sûr. La Tophoensis, par exemple, les pétales supérieurs ont une grande marge rose pâle au sommet, ce qui n'est pas le cas là ou là. Alors voilà, là c'est une devinette que j'ai préparée pour vous. Vous avez les 4 variétés de la Magnifica, vous avez une espèce à déterminer, vous êtes botaniste, vous avez une espèce à déterminer sur la droite. Alors c'est laquelle celle-ci? Tophoensis? Tout le monde est d'accord? Et vous avez raison, c'est Tophoensis. Alors celle-ci maintenant. Sierra? Tout le monde est sûr? Ah, on me dit un mélange, ce qui est pas mal. Alors c'était un piège. Ce n'est aucune des 4. C'est une espèce, par contre, qui pousse de manière limitrophe un peu plus au nord, qu'on appelle l'alstromère de Filippi. Filippi, c'était un grand botaniste, Rudolf Filippi, de la flore chilienne. Et donc, le nom de cette plante honore la mémoire de Rudolf Filippi. Voilà. C'est l'alstromère de Filippi. Alors, on peut imaginer qu'un autre insecte les permis d'émerger à partir d'une souche commune. Alors, une petite plante que j'aime beaucoup, qui appartient à la famille de la pomme de terre, qu'on appelle là-bas les maripositas, les petits papillons. Parce que les fleurs, effectivement, font penser à des petits papillons. C'est mignon comme tout. Et j'ai vu qu'on commençait à vendre en Europe chez les grainetiers. On diffuse les plantes de partout, on va être envahi par les exotiques. Alors voilà la mariposita qu'on appelle schizanthus en latin. Ça veut dire la fleur fêlée parce que vous voyez que les pétales sont bien assignés. Alors, quand on étudie les schizanthus, alors ils ne sont pas tous représentés ici, il y en a beaucoup au Chili, c'est aussi un centre de diversification des schizanthus. On distingue 3 groupes en fonction des pollinisateurs. Au nord, dans le désert d'Atacama, eh bien, polliniser la nuit, c'est pas mal, parce qu'il ne fait pas très chaud. Et donc, ce sont des papillons de nuit qui assurent la pollinisation des maripositas. Les maripositas sont blanches et elles ont des fleurs adaptées à la pollinisation par les papillons de nuit. Dans la zone de profusion centrale, on a beaucoup d'espèces qui sont pollinisées par des insectes, des abeilles sauvages, toutes sortes d'abeilles, des papillons éventuellement. Et puis, dans la zone andide, des espèces qu'on peut trouver à assez haute altitude, ici, qui sont pollinisées par les colibris. Parce que les colibris sont des pollinisateurs très actifs au Chili. Il y a 2 espèces au Chili, et ce sont des gros travailleurs, je vous prie de le croire. Donc le grahami et l'espèce du dessus sont pollinisés par les colibris. Alors voilà, donc des espèces pollinisées par les insectes, sur des planches de publication chiliennes, celles qui sont pollinisées par les papillons de nuit, et voilà encore les espèces qu'on trouve plutôt à haute altitude dans les Andes, comme le montrent les cartes sur les côtés, vous voyez, c'est plutôt des espèces de montagne. Elles peuvent descendre en plaine, mais sont plutôt localisées en montagne, dans les zones où il fait trop froid pour les abeilles, et c'est donc les colibris qui assurent la pollinisation. Voilà encore des espèces pollinisées par les insectes. Alors, je me suis posé la question, en étant au Chili, de savoir s'ils n'avaient pas des pollinisateurs en commun, les alstromères et les maripositas. C'est bien possible, vous voyez que les décolorations florales, dans les tons de couleur, se ressemblent beaucoup. Et je me suis dit, peut-être que c'est un même pollinisateur qui pollinise les maripositas, enfin cette espèce de mariposita, avec cet alstromère qu'on appelle pulcra. Voilà une espèce pollinisée par les papillons de nuit. Alors, vous voyez, avec des longs tubes corolins pour que le papillon puisse enfoncer sa trompe dedans et récupérer le nectar qui se trouve au fond. Et les pétales sont rabattus vers l'arrière pour ne pas gêner le papillon quand il approche de la fleur. Voilà une espèce andine donc, qui
qui présente une tache jaune sur le pétale supérieur, pollinisé par les colibris, avec un mutant sur la droite. Alors vous voyez encore, cette fois, on a une corolle qui présente un tube assez important, au fond duquel se trouve le nectar. Voilà le gramme ici encore, avec une tache. Pour les oestromères pollinisés par les colibris, vous avez des taches de couleur très vives sur le pétale supérieur. Ça les caractérise. Alors rapidement, ici, parce que le temps m'est imparti, voilà, il y a un groupe de bulbeuses qu'on rencontre pas mal dans cette région, qu'on appelle les leucocorines. Alors, je ne vous donne pas les noms latins parce qu'on est pressé. Vous voyez qu'il y a de nombreuses espèces, toutes aussi belles les unes que les autres et qu'on aurait bien voir dans son jardin. Ah, on approche quand même de la fin de mon exposé. Alors voilà, quand vous êtes, alors on va dire ici, dans les zones assez arides qui sont au nord de Santiago, on découvre ces paysages-là avec des cactus cierges. Et ici, vous avez deux espèces, le Lychnia acida et le Trichopsis chiloensis qu'on a introduit au Rayol. Les deux espèces forment ces peuplements assez spectaculaires. Alors voilà, ça c'est le Lychnia acida qui a des tiges assez ramifiées sur la hauteur. Et voici donc ses fleurs et ses fruits piriformes. Et on s'est rendu compte que dans la région où l'ancêtre du lama ne pâture plus, le guanaco c'est le lama sauvage si vous voulez. Là où le guanaco ne pâture plus, ne circule plus, où il a disparu, eh bien, ce cactus et d'autres ont du mal à se reproduire. Parce que le guanaco, mangeant ses fruits, rejette dans ses déjections les graines et favorise la germination. Il y a des études qui ont été faites en laboratoire. Si la graine ne passe pas par le tube digestif du guanaco ou de la chèvre, parce que là où la chèvre, j'allais dire sévit, parce que les chèvres font beaucoup de dégâts à la végétation méditerranéenne, les chèvres peuvent compenser l'absence du guanaco. Mais on va dire qu'originellement, c'est le guanaco qui mangeait les fruits de ce cactus et qui propageait l'espèce. Alors ça, c'est le Lychnia, et ça, c'est l'Echinopsis, qui se ramifie, mais depuis la base. Vous voyez, la morphologie est un peu différente. Avec ses fleurs blanches, un peu plus grandes que celles de l'Olychnia, et puis ces belles rangées d'épines. Alors ça, c'est un hybride. Ici, vous avez une fleur qui rappelle celle du Echinopsis, que je vous ai présenté en dernier, et les aiguilles sont extrêmement fines, les épines sont extrêmement fines, et rappellent le Lychnia. Donc c'est vraisemblablement un hybride. Le corpus également de la tige est différent. Alors la grosse question que je me suis posée au Chili, c'est pourquoi certains spécimens de ces cactus ont des épines très longues. Certaines atteignent 13 cm de longueur, autrement dit, ce sont des aiguilles à tricoter. Bon, l'épine, fondamentalement, ça sert à quoi? À protéger la plante des herbivores. Point n'est besoin d'avoir d'épines aussi longues pour se protéger d'un herbivore. Et donc cette hypertrophie des aiguilles m'a toujours questionné, et c'est les Chiliens qui m'ont donné la réponse. La réponse, elle est associée au parasite du cactus, un gui qui n'est pas chlorophylien. C'est le gui de chez nous que je vais vous montrer un instant, il a des feuilles chlorophyliennes, il détourne la sève brute des plantes, il fait la photosynthèse. On dit qu'il est hémiparasite. Par contre, ce gui-là, il enfonce des filaments à l'intérieur du cactus et n'émerge que les parties florales, les parties reproductrices. Il est obligé de sortir du cactus, en quelque sorte. Il pourrait ne pas sortir, mais pour se reproduire. On l'appelle le Tristérix aphyllus, parce qu'il n'a pas de feuilles, mais en tout cas, il a des tiges qui sont rougeâtres, qui n'ont pas de chlorophylle, et qui sont donc complètement dépendantes du cactus. C'est un parasite complet du cactus. Les fleurs, vous voyez, sont très longilignes, et c'est un cactus qui est pollinisé par les colibris. Non, un gui, pardon, excusez-moi. Un gui qui est pollinisé par les colibris. La plupart des guis chiliens sont pollinisés par des colibris. Et voilà, ensuite, ce que donne le gui quand il est en période de fructification. Alors quand je voyais le spectacle au Chili, je pensais tout simplement au gui de chez moi, en Provence, qui parasite les amandiers. J'ai vu que pas loin du château, ici, il y avait des guis, mais sur peupliers. Alors, voici ici, donc, un gui sur amandier. Quand un gui commence à s'installer sur un amandier, il vaut mieux pas le laisser, parce que les oiseaux viennent manger les boules de gui, et puis ils s'installent sur un rameau du même arbre, et puis ils défèquent, et ils ressèment le gui sur les branches de l'amandier. Et au bout d'un petit moment, si vous n'enlevez pas les gui, ils se produisent là, c'est-à-dire que votre amandier il est complètement envahi par le gui, et la floraison, la fructification, ça ressent.
Et dans certains cas, l'amandier peut mourir. Et il est moribond, il va mourir. Il a d'ailleurs perdu pas mal de gui. Les gui se sont desséchés parce que l'arbre est mort et les gui sont tombés. Voilà. À l'origine, c'était un arbre couvert de gui. Alors, chez nous, il y a beaucoup d'oiseaux qui transmettent les graines de gui en mangeant les fruits. Au Chili, cet oiseau qui s'appelle le tanka est le principal consommateur des fruits de gui. Alors, les épines ne lui font pas peur. Voilà. C'est lui qui mange les graines de gui et qui les dissémine. C'est lui donc qui va contaminer les autres cactus. Alors, si on fait une relation entre la longueur des épines de cactus et le nombre de visites par le tanka ou le nombre de graines qu'il dépose dans ses fientes, on voit qu'il y a une relation. C'est-à-dire que même si les épines sont longues, le tanka peut quand même se poser sur le cactus, mais d'une manière générale, quand les cactus développent des épines très très longues, eh bien, le tanka ne se pose pas et le gui s'installe moins facilement sur le cactus. Alors ici, une étude menée par les scientifiques chiliens qui reprend plusieurs espèces d'échinopsis et de lichnia qu'on trouve au nord de Santiago. Alors, les petits carrés, vous voyez, de couleur, indiquent la taille des épines. Quand le carré est rouge, les épines sont très longues. Quand elles sont très courtes, les carrés sont blancs. Et quand elles sont de taille intermédiaire, elles sont roses. Et par contre, tout à fait à droite, on explique que le gui n'est pas présent partout. Il est présent seulement dans certains secteurs, ou en grande quantité, ou de manière moyenne, ou pas du tout. Alors, si vous me suivez, ce diagramme met en évidence une corrélation évidente entre la taille des épines et des gui. C'est-à-dire que là où le gui est abondant, on a tendance à avoir des cactus chez l'Echinopsis chilensis, des épines qui sont assez longues. Et c'est pareil pour la sida que je vous ai montré aussi précédemment en population avec l'Echinopsis. Donc voilà, s'il y a du gui, on va dire qu'il y aurait une tendance des cactus à développer des grandes épines. Par contre, dans les aires d'Atacama, par exemple, où il n'existe pas de gui, et l'oiseau tanka n'existe pas non plus, eh bien on voit que les épines restent courtes. Alors, ça, c'est des observations de terrain. Alors, le tanka, il n'a pas peur des épines, mais quand les épines sont courtes, il a tendance à se poser sur le sommet du cactus et à déféquer très près de l'épiderme. C'est-à-dire que les graines qui tombent dans ces fientes touchent pratiquement l'épiderme. Par contre, vous voyez que cet acrobate qui s'appelle le tanka, quand les épines sont longues, peut se poser dessus comme des perchoirs. Et à ce moment-là, il va déféquer, mais au lieu que la graine de gui se dépose sur l'épiderme du cactus, ou très proche de l'épiderme du cactus, elle va se déposer au milieu de l'épine, au milieu de l'épine. Alors, voilà, comme les gui de chez nous, c'est exactement la même chose. Hein, vous avez une graine collante qui se dépose sur les rameaux, et puis émerge de la graine collante un radicule, une racine, avec un suçoir au bout, une espèce de ventouse, qui va se fixer sur la plante, et à partir de cette ventouse, eh bien, comme une espèce d'alien, le gui va pénétrer, en l'occurrence ici le cactus. Ici une image concrète, sur un cactus qui a des épines courtes, manifestement courtes ici, vous voyez. Donc la graine a été déposée tout près de l'épine, et vous voyez le radicule qui n'a pas de mal, pas de difficulté pour atteindre à 1 cm, 2 cm de l'endroit où s'est déposée la graine, le cactus peut le contaminer. Alors si je résume un petit peu ce qui se passe pour le cactus, pour cette histoire que j'appelle le cactus cierge, le tanka et le gui, eh bien, on voit que la production du cactus est d'autant meilleure que les épines sont longues parce que le cactus n'est pas parasité par le gui. Il est plus vigoureux, donc il produit des graines. Ça veut dire que le cactus qui a des longues épines se reproduit mieux qu'un cactus bien parasité qui est affaibli par le parasite. On retient un autre mécanisme qui est très important, qui touche le gui cette fois. On a observé que dans les populations de gui, vous avez des gui qui développent des grandes radicules, comme celui qui est sur la photo centrale, vous voyez. Il y a certains gui qui sont capables d'émettre des radicules extrêmement longs. Sachant que la longueur des épines, c'est à peu près 13 cm chez les deux cactus que je vous ai présentés, eh bien, il y a certaines races de ce gui, au sein de la même espèce, qui ont cette faculté de développer des filaments extrêmement longs. D'autres non. Alors, il est certain que le gui a avantage sélectif à pouvoir développer des pédoncules très longs
Et au contraire, lui, le cactus, pour se défendre, je suis un peu finaliste dans ma façon de m'exprimer, il a plutôt intérêt à avoir des épines les plus longues possibles. Et ce qu'on note aussi, c'est que quand les épines sont très longues, eh ben, le colibri, qui est le pollinisateur du gui, eh ben, il se hasarde moins son travail de pollinisateur parce qu'il n'a pas envie de se faire embrocher. Donc les gis sont moins pollinisés, il y a une autofécondation des gis, et quand les gis sont autofécondes, il y a une sorte de dégénérescence génétique qui intervient, et on a des fruits et des graines qui sont très petites et qui développent forcément des pédoncules courts. Vous voyez ? Donc je vais présenter quelques paramètres de réflexion qui auraient pu inspirer Darwin, en tout cas qui ont inspiré les chercheurs chiliens. Bravo pour cette belle histoire de coévolution. Les cactus à grandes épines sont sélectionnés et les gis avec des longs pédoncules sont sélectionnés par les processus de sélection naturelle. Alors le tinca que je vous ai montré là, alors j'ai consulté quelques photos de naturalistes chiliens et je me suis rendu compte que le tinca, la forme typique, c'est la grande image qui est au centre. Et bien, dans la population de tinca, on se rend compte qu'il y a des clones de population avec des becs qui sont plus ou moins longs ou courts. Ça veut dire que dans la population de tinca, eh bien, il y a quelques spécimens à long bec, à bec moyen, plus ou moins. Alors là, tout de suite, on pense aux pinsons de Darwin ou aux oiseaux sucriers d'Hawaï. Et quand on étudie la généalogie de ces sucriers d'Hawaï, eh bien, on voit par exemple un individu à bec long qui a évolué à partir d'un individu à bec court. Et à partir de cet individu à bec long, en fonction de l'éclatement des populations et des facteurs du milieu qui changent, on peut revenir à un oiseau qui a un bec court ou conserver un bec long. Donc on peut supposer que le tinca, avec ses populations, ces petites populations à long bec ou à bec de taille moyenne, est bien adapté à des changements de conditions de milieu. On peut dire que si le milieu change, eh bien, il y aura toujours un de ces tincas-là, en fonction de la forme et de la longueur de son bec, qui pourra survivre. Voilà. Ça, c'est une histoire darwinienne. On est d'accord. J'en finis. Maintenant, on va arriver à la dernière histoire. Alors, le tinca, il mange les fruits de gui. Et puis, accessoirement, il y a aussi ce petit marsupial qu'on appelle le yaka au Chili. Le yaka, c'est facile à retenir. Le yaka, il mange la nuit les fruits du cactus. C'est un des propagateurs du gui, mais beaucoup moins que le tinca. C'est-à-dire dans ses fesses, dans ses excréments, il rejette les graines du cactus, mais encore faut-il qu'il soit sur le cactus quand il rejette ses graines, ce qui ne doit pas être le cas. Alors, je vous présente un autre gui très proche de celui qui parasite les cactus. C'est un autre Tristérix ancorum, Corymbosus, avec toujours ce même type de fleurs rouges qui sont pollinisées par les colibris et qui développent des feuilles très grandes et photosynthétiques. Alors que le gui tout à l'heure, qui parasitait les cactus, était un holoparasite complètement dépendant du cactus, celui-ci est quand même capable de faire la photosynthèse. Donc on dit que c'est un hémiparasite, non pas un holoparasite. Alors voilà, démonstration du fait que les gis sont pollinisés par les colibris, en particulier ici, une des deux espèces qu'on voit au Chili, sans compter l'espèce qui se trouve à Juan Fernandez, le petit picaflore rubis. Le voilà encore. Alors, le gui que je vous ai montré précédemment, il est assez répandu au Chili, puisque je l'ai vu dans l'Atacama, par ici, enfin au sud de l'Atacama, pas dans l'Atacama, mais au sud de l'Atacama, et on le trouve jusqu'en terre de feu ici. Il est répandu. Alors, il ne parasite pas forcément les mêmes plantes, il parasite différents types d'arbres. En tout cas, par ici, il parasite essentiellement les heterostros, les fameux Notophagus. Ici, vous avez une répartition géographique de ce colibri au cours de l'année. Pendant la belle saison, eh bien, on le trouve surtout au Chili, du nord au sud, n'est-ce pas ? C'est là, il se reproduit dans toutes ces zones-là. En hiver, par contre, il abandonne les zones froides, il demeure soit au Chili central, soit il passe en Argentine. Et le gui est important pour lui parce que c'est un gui qui fleurit tout l'hiver. Et donc, il contribue beaucoup à la nourriture de ce petit colibri. Sans lui, le petit colibri ne pourrait sûrement pas survivre au sud du Chili. Toutes ces populations devraient passer en Argentine. Alors, ce que les botanistes chiliens ont constaté, c'est qu'au sein de cette même espèce, il y a des petites différences. Plus au nord, les fruits virent à l'orange et sont consommés par les oiseaux. Par contre, plus au sud,
les fruits des guis qui parasitent les hêtres austraux restent verts à maturité. Et dans ce cas-là, les oiseaux ne mangent pas les fruits. Ils ne sont pas disséminateurs. Il existe un autre disséminateur qui est une souris marsupiale, vous voyez, qu'on appelle là-bas, le nom latin, je vous en ferai grâce parce que je ne me rappelle pas, qu'on appelle le monito del monte. Le monito, c'est le petit singe, et le monte, c'est une formation végétale qu'on trouve du côté de Cordoba en Argentine. C'est une sorte de matorral argentin. Donc voilà, c'est le petit singe du matorral argentin, si vous voulez. Alors c'est lui qui, la nuit, pas quand il y a beaucoup de lune, parce que les prédateurs peuvent l'importuner, mais quand il y a des nuits assez noires, eh bien, il grimpe dans les arbres et puis il va manger les boules de gui. Le voilà encore, le monito del monte sur des bambous chiliens qu'on appelle des chusqueas. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a étudié la génétique de tous les marsupiaux australiens. Vous savez, les kangourous, les koalas, et j'en passe, il y a énormément de marsupiaux en Australie, y compris des espèces qui ont disparu, qui existaient autrefois. Eh bien, quand on étudie les gènes de ces marsupiaux australiens, et qu'on les compare avec les gènes du petit singe, eh bien, on se rend compte que l'ancêtre des marsupiaux australiens, eh bien, c'est le monito del monte. L'arbre généalogique, il diverge ici. Et il diverge vers, à peu près, je ne vous explique pas comment on a daté tout ça, mais voilà, vers 70 millions d'années, eh bien, il y a un monito del monte qui est parti en Australie. Et en Australie, à partir de ce monito, il y a une diversification qui a abouti à toute la cohorte des marsupiaux australiens. Voilà ce qui est représenté par l'image. Et 70 millions d'années, eh bien, voilà quelle était la configuration du Gondwana dans le sud. Le monito del monte, il est passé en Antarctique, il a traversé l'Antarctique, et puis par l'isthme de Tasmanie, il est rentré en Australie, et puis là, il y a eu une grosse diversification. Voilà. C'est fini. On ne peut pas imaginer s'intéresser à une plante ou à un insecte ou à un animal, je suis fatigué aussi, sans que soit lié cette plante, cet insecte ou cet animal à un mammifère, le petit qu'on vient de voir par exemple, à tout un écosystème extrêmement complexe. Et on a tort d'étudier les choses en les isolant comme ça. Là, on comprend bien que quand par exemple, on vous dit, voilà, il faut éliminer cette herbe parce qu'elle n'est pas bonne, soi-disant. En fait, ce n'est pas l'herbe seulement qu'on enlève, c'est tout un écosystème ensemble. Et ça, on ne nous l'a jamais appris, ou très très mal. Ce sont les scientifiques qui le tiennent, ce trésor-là, et c'est très bien que ce soit diffusé. Bon, ça peut être... Non, je vais plaisanter, mais ce n'est pas la peine. Voilà, je vous dis bonne nuit. Merci. Alors, normalement, c'est vrai qu'on aurait aimé que Gilles puisse dédicacer ses ouvrages. Non. Mais il a la gentillesse d'être venu alors qu'il a encore quelque chose demain plus loin, en Italie. Donc franchement, je voudrais le remercier d'être avec nous parce que... Merci de m'avoir invité. Voilà.